Il parle pas anglais, il sait pas taper à la machine, il n'a pas le permis de conduire et pourtant 50 ans de journalisme à travers le monde, on l'appelle JFK. Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. C'est des mémoires incroyables que vous publiez. Je dis plus de 50 ans de journalisme. C'est une vie entière que vous n'aviez même pas envisagée. Non. Bah, je n'avais pas la vocation pour être journaliste, c'était pas mon truc. C'est le hasard qui m'a fait devenir journaliste. Oui. Le hasard, quoi. Écoutez à la radio. En fait, j'irais même plus loin. Je l'ai souvent dit. Il m'est arrivé d'être courageux, je crois, dans le journalisme, franchement. Mais là, c'est par lâcheté. J'étais prof. Les élèves avaient mon âge. C'était très dur. Tout à coup, mon père m'a dit, j'ai un ami qui, dans la presse, il dit qu'il propose peut-être de pouvoir rentrer à Paris Presse. Bon, j'ai sauté sur l'occasion. C'était pas par vocation, c'était par fuite. Donc par lâcheté, vous devenez journaliste. Voilà. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Je devrais pas le dire, peut-être. Vous allez être de tous les partis politiques, ou presque. Pas tous, quand même. Vous allez être à droite, vous allez être à gauche, vous allez être communiste, vous allez être centriste. Ah non, moi j'ai été... Oui. Au contraire, j'ai été extrêmement stable. Je suis, depuis 60 ans, je milite pour un dépassement de la gauche et de la droite telle qu'elle est, telle qu'elles sont devenues. Voilà, c'est... Oui. Au contraire, il y a une vous vouliez même règle. réformer, disiez-vous, le journalisme. Vous dites, je ne suis pas parvenu. Ah bah oui. Les pratiques. Mais moi, je considère, premièrement, que j'ai échoué. Je l'avoue, j'ai échoué. J'ai voulu changer le journalisme, changer les méthodes journalistes. Je n'y suis pas parvenu. J'ai voulu, comment dirais-je, justement, contribuer à un sorte de dépassement du clivage gauche-droite. Certes, j'y suis parvenu, mais pas forcément sous la forme que je souhaitais. Donc, c'est aussi un quasi-échec. En revanche, de la même façon que je dis j'ai échoué, je dis qu'est-ce que j'ai eu souvent raison. Oui, oui. Et là, je défie n'importe qui de nier que j'ai eu souvent raison. Heureusement. D'ailleurs, je dis aux gens, reprenez tout ce que j'ai écrit depuis 50 ans, et si j'ai eu souvent tort, dites-le, allez-y. Oui. Je défie les gens de montrer que j'ai eu souvent tort. Oui. Je prends un risque. Oui. Non, alors là, pour le coup, vous lancez la perche. Vous avez eu tort de parler du troussage de domestiques oui, mais... pour défendre Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel. Mais je l'ai reconnu, tout de suite. Tout de suite. Oui. Et vous l'avez payé, d'ailleurs. Je le payais, c'est normal. J'ai dit une connerie. Quand on paye une connerie, c'est normal. Oui. Mais bon... J'aimerais bien que tous les gens qui disent des conneries le reconnaissent vite, comme moi. Oui. Mais alors, vous commencez Lumumba, ça vous dit quelque chose ? Oui, parce que le premier reportage que j'ai fait à l'étranger, c'était donc au Congo, Brazzaville, au Congo belge, c'est-à-dire le Zaïre ensuite, et c'était la chute de Lumumba. Et je dis, j'ai connu deux crises dans ma vie, parce que la scène de Lumumba arrêtée après le coup d'État sur cette espèce de charrette, là où on va l'emmener en chemise blanche, immaculée, cette tête absolument, ce visage rayonnant, qu'on va emmener à la mort, on va lui enfoncer une baïonnette, enfin, les gens de Tchombé dans le dos. C'était vraiment le calvaire du Christ. Et j'ai pas vécu naturellement la mort de Che Guevara, mais j'ai rencontré Che Guevara. Et Che Guevara, il avait une tête de poster. D'abord, il avait la tête de son poster. Oui. Donc on savait, déjà on pouvait deviner qu'il deviendrait un poster. Et il y avait un côté Christ aussi, Jésus-Christ dans Guevara. Et dans sa mort, il y a un côté calvaire aussi. Et alors, vous rencontrez des affaires, et vous les révélez, par exemple, l'affaire Ben Barka, dans l'Express. Ça aussi, ça marque une vie, quand même. Parce que, vous savez ce qui s'est passé ? Quand j'étais en Algérie, au moment de l'Algérie indépendante, il y avait tous les mouvements révolutionnaires étaient là, tous. Et en particulier les mouvements de libération nationale des pays africains, entre autres, c'est-à-dire le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Cap. Enfin, il y avait tout le monde, quoi. Et il y avait aussi l'opposition portugaise, l'opposition espagnole. Et un jour, je dis à la personne qui coordonne ces mouvements, Ben Barka, je lui ai dit, organise-moi un déjeuner où je rencontrerai tous ces leaders de mouvements révolutionnaires. Il m'en organise un, on est 12 à peu près, très bien. Et je discute avec eux et tout. Un an après, je suis à l'Express. Je passais à l'Express. Et à un moment, les téléscripteurs sonnent. Je vais voir comme ça, Ben Barka enlevé. Et à ce moment, ça fait tilt dans ma tête. Mais finalement, on est les seuls vivants. En un an, tous les autres ont été tués, sont morts de mort violente. Un a été pendu, l'autre fusillé, troisième empoisonné. Tous étaient morts de mort vivante. Tous, absolument tous. Des leaders.
Et c'est ça qui m'a conduit à dire, je veux savoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en effet, on a fini par... on a enquêté, et on a fini par révéler, entre autres, que le ministre de l'Intérieur, Oufkir, marocain, était sans doute l'homme de cet assassinat, les complicités dans la police française et dans nos services de renseignement. Bref, on a tout... Donc pour vous, il n'y avait pas de mystère Ben Barka, au fond. Si, il y a encore un mystère Ben Barka, c'est qu'est-ce qu'on a fait du corps? Ça, c'est un mystère. Ça, vous ne le savez pas. J'ai toutes les raisons de penser, soit qu'on l'a dissous dans de l'acide, soit qu'on l'a fondu dans du béton, quelque chose comme ça, c'est-à-dire des moyens de disparition. Mais je n'ai pas la preuve absolue de ça. Oui, la guerre d'Algérie, vous le disiez, ça marque. Vous racontez des scènes terribles, d'ailleurs, des scènes de violence, vous êtes témoin de cette barbarie, de la guerre. Vous savez, au-delà des constats, quelquefois, ça implique une réflexion. D'abord sur la mémoire. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas. Quand j'étais en Algérie, j'arrive en Algérie, c'est pareil, je suis tout jeune encore, et je prends le relais des grands, des personnages considérables, que c'était les vedettes qui faisaient la guerre d'Algérie. Je prends le relais, et moi je suis tout jeune. Explosion, une énorme explosion. Ceux qui étaient encore là, qui étaient là depuis des années, n'allaient plus. Il y avait des explosions sans arrêt. Donc, s'en foutaient qu'il y ait une explosion. Moi, j'étais encore tout jeune, donc, il y a une explosion, je me précipite. Et c'était une voiture piégée sur les docks d'Alger. Elle avait explosé sur une petite, là où on engageait les dockers, sur une toute petite espace. Et c'est 60 morts, déchiquetés, plus les blessés. C'est horrible, des morceaux de chair, des bras, des trucs, du sang. Bon... Or, en plus, alors non seulement j'étais saisi, mais en plus j'étais le premier Européen qui arrive. Donc tous les musulmans qui étaient là commencent à me tomber dessus, me tapent, etc. Il y a 2 militants FLN qui voient ça, qui m'arrachent, parce que je dis journaliste, qui m'arrachent de leurs mains. Ils leur tapent dessus avec des bâtons, alors que les types venaient d'échapper à un massacre. Bon. Et ils m'emmènent à un quartier d'Alger, Bellecour, qui est contrôlé par le FLN. Je n'arrive pas à écrire mon article, parce que je tremble tellement que je n'arrive pas à écrire mon article. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que un mois et demi après, je suis avec un journaliste anglais, je remonte les Champs-Élysées d'Alger, aujourd'hui Didouche Mourad, et je suis avec un Anglais. Cet Anglais avait une particularité, c'est que quand il ressentait une émotion forte, il chantait une chanson qui dit « Ne reviens jamais, horrible tango ». Je ne sais pas pourquoi, ça lui déclenchait ça. Je remonte. Il y a un musulman qui vient à notre rencontre. Et au moment où il arrive à notre niveau, un Européen de l'OS le rattrape, paf, un coup de revolver dans la tempe, et le type tombe. Et c'est terrible, parce qu'il tombe, c'est comme un oiseau sur un fil. Il y a quelque chose d'irréel dans la façon de mourir comme ça, qu'une balle dans la tempe. Il n'y a pas un cri, il n'y a rien, il y a une normalité presque dans l'horrible. Bon, on contourne le corps et on continue notre discussion. Puis on s'arrête. Il dit, mais comment on a pu faire ça? Comment on peut simplement contourner le corps et continuer notre discussion? Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'en un mois et demi, on s'était tellement habitué à l'horreur de celle qui faisait que je ne pouvais pas écrire la première fois, qu'on en arrivait à ça. C'est-à-dire contourner un corps qui venait de s'écrouler devant nous et de continuer la discussion. Et naturellement, le type, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il chante, il se met à chanter « Ne reviens jamais, horrible tango ». Oui. Incroyable, incroyable souvenir. Le coup d'État de Pinochet, bah oui. Vous assistez à ça? Là, le monde... Non, j'assiste pas au coup d'État, j'assiste aux préliminaires du coup d'État. J'assiste surtout à un concert du Gilles Gréco, c'était extraordinaire. Ça préparait, on voyait qu'on préparait le coup d'État, et où la bourgeoisie était absolument vent debout contre Allende. Et Gilles Gréco est arrivé pour chanter. Pour elle, c'était encore le Chili Allende, donc un pays progressiste, etc. C'était des places très chères, parce que c'était une Française et tout. En fait, c'était la bourgeoisie qui était venue l'écouter, mais elle n'avait pas conscience de ça. Et donc, je vais vous chanter une chanson sur la liberté. Oh, bravo, formidable. Bon, elle chante. Et c'est une chanson contre le régime des colonels grecs. Pas un applaudissement. Rien.
Parce que pour eux, c'était très bien, les colonels grecs. Ce qu'ils appelaient la liberté, eux, c'était la liberté du commerce, la liberté de l'industrie, l'industrie capitaliste. Et ça, et elle ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça disait tout sur ce qui allait se passer. Ouais, ouais. La violence et la guerre du Vietnam aussi. Ça reste aussi quelque chose... Bon, moi, au fond... vous savez ce dont je me souviens le plus de la guerre du Vietnam, c'est qu'un jour, je vais avec les Américains dans une opération. On était dans une base, et de là, on va dans une opération, en hélicoptère. Et il y a un journaliste américain qui vient, il commence à m'interroger. Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Je dis, mais pourquoi il m'interroge pas? Bon, enfin bref. Et quand je suis revenu, j'ai appris, ce journaliste américain, il avait une spécialité, une seule. Toute personne qui partait en opération, il les interviewait, votre nom, votre truc, je ne sais pas quel est le dernier verre de vin que vous avez bu, ou le dernier film que vous avez vu, enfin je ne sais pas quoi. Le soir, il allait voir la liste des morts, et s'il voyait monsieur l'adjudant Smith je ne sais pas quoi, d'un État américain, hein, de la Virginie, téléphonait au journal de Virginie, il dit « J'ai le dernier interview du soldat Smith ». Et il ne faisait que ça, c'était son métier, c'est incroyable. Ouais. Quand même, ce métier, quand vous intitulez votre livre... Mais on ne comprend rien à la guerre. Je me retourne sidéré. Il faut dire que quand on participe, contrairement à ce que les journalistes racontent souvent, quand on participe à la guerre, à une bataille, on ne comprend rien du tout. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'on y est, on sait tout. Oui. Non, on ne comprend rien. C'est ça, justement, le titre du livre. Je me retourne sidéré. Oui. Parce qu'au fond, vous avez toujours été sidéré par ce dont vous étiez témoin. J'étais pas sidéré. Quelquefois, je suis sidéré sur le moment, mais c'est après coup. C'est tout à coup quand je rediffuse le film de tout ce que j'ai vécu. Parce que finalement, sur 60 ans, à part la Révolution portugaise, hein, à part ça, je crois que tout ce qui s'est passé de fondamental, qui a façonné notre monde, ou en France, ou à l'étranger, je l'ai vécu de l'intérieur. Oui. Pratiquement tout. Et je n'en ai pas pris conscience. Et quand je me retourne et que je dis, mais c'est incroyable, j'ai vécu tout ça. Oui. La guerre des 6 jours... Mai 68. La guerre des 6 jours, oui. J'étais à... Alors là, j'ai pas vu la guerre parce qu'elle a duré 6 jours. J'étais au moment où les Israéliens attaquent la Syrie et avancent vers Damas quand même. J'étais dans le bureau d'un responsable du régime syrien, du régime bassiste syrien. C'était un type très important, était de la famille du président. J'étais avec lui. Alors déjà, moi je pensais que le type le stresse, quoi. Les Israéliens avancent quand même, on est dans la guerre. Bon, type, on commande en part. Et la maman me dit, attendez, excusez-nous, on va s'interrompre un moment. Il met la radio, il dit « 6e concerto brandebourgeois de Bach, c'est sacré ». Donc, on arrête, il écoute le 6e concerto brandebourgeois, c'est quand même surréaliste. Bon, après que c'est fini, très bien, on reprend la discussion. Alors, vous n'avez pas peur que Damas soit pris, etc. Et à un moment, un type frappe et rentre, complètement excité, lui donne une dépêche. Et le dépêche, c'est la prise de Quneitra. Quneitra, c'est un drame militaire pour les Syriens. D'ailleurs, elle est toujours occupée en partie par les Israéliens. Donc ça veut dire que le front a été rompu. Je crois qu'il va montrer une émotion. Bon, il rigole et il me dit, vous savez, avec tous les PD qu'il y a là-bas, ils vont pas sortir dans un bon état. C'est incroyable. Ça, c'est la Syrie. Hein. Ouais. Les souvenirs, Jean-François Kahn nous amène, à mai 68. C'est la gauche. Bientôt, ce sera après la c'est pas la gauche, c'est la droite qui est au pouvoir en mai 68. Oui, mais la révolte. Ouais. Cette révolte-là, à un moment donné, ça vous parle? Ah non, mais la révolte, oui, j'essayais, moi, j'étais dans un journal où j'essayais de montrer qu'il y avait un mouvement qui était en train comment dirais-je, de se préparer. Mais ça ne voulait pas l'entendre. C'est-à-dire, il ne voulait absolument pas l'entendre. Donc, j'ai couvert cet événement depuis le début. C'était vraiment quelque chose... Je sentais qu'il y avait quelque chose d'absolument puissant. Mais il y a eu quand même un après à un moment. Quand ce mouvement débouche, il y a une grève générale. Le plus extraordinaire, c'est la grève générale. Débouche sur des accords, qu'on appelle les accords de Grenelle. C'est des accords où les ouvriers, les salariés, obtiennent plus d'avantages qu'ils n'avaient jamais obtenus depuis le Front populaire. Très bien. Et à ce moment-là,
les syndicats doivent demander de reprendre le travail et normalement c'est fini. Si le mouvement est fini, la droite est finie aussi. C'est-à-dire, bon, la gauche triomphe. Or, il ne finit pas. Et ça, je vais vous dire, c'est fondamental, je vais vous dire pourquoi. L'extrême gauche, les gauchistes, si j'ose dire, qui ne savent pas finir un mouvement. Le propre d'un gauchiste, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que finir un mouvement. Non seulement ils finissent pas, mais ils en remènent, etc. Et alors, si vous me permettez une expression vulgaire, ça part en couille. À partir de ce moment-là, on ne veut pas le dire, il y a un refus de voir les choses, ça part complètement en couille, c'est n'importe quoi. Et le résultat, on l'oublie quand même, c'est le plus grand triomphe électoral de la droite. Or, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai vécu, il se trouve récemment en France, qu'il y a des militaires qui ont fait une tribune pour dire qu'il fallait intervenir. Menace, risque de guerre civile. Moi, à cause de la guerre civile, parce qu'il y avait un risque de guerre civile. J'ai couvert 10 coups d'État militaires. Tous prétendent que c'est une réaction à une menace de guerre civile. Mais en même temps, sur quoi ils surfent pour dire ça? Mais ils surfent sur les excès des partis d'extrême gauche. C'est-à-dire le fait qu'il y a une dialectique perverse entre un activisme ultra-gauchiste qui fait le jeu de l'extrême droite et des coups d'État militaires, je l'ai vécu à 10 reprises. Donc évidemment, c'est quelque chose, moi, qui m'habite, si vous voulez, ce constat-là. Et je le constate en France aussi aujourd'hui. C'est évident qu'il y a une dialectique entre les excès incroyables et folies d'une certaine gauche devenue dingue et la poussée de l'extrême droite, avec Marine Le Pen qui peut gagner les élections, à la limite. Il y a une dialectique entre les deux. C'est-à-dire qu'au fond, ils se rejoignent, les extrêmes. Je ne dirais pas les intérêts se retrouvent. Dans certains cas, ils se rejoignent, mais surtout, les uns font inconsciemment les jeux de l'autre. Donc vous direz quoi? C'est qui Mélenchon, Marine Le Pen? Oui, mais pas forcément Mélenchon d'ailleurs, mais c'est des gens... Alors Mélenchon, c'est un autre... Il y a un sondage, il y a un sondage qui vient de sortir, très important, sur 2000 personnes. Alors on l'a cité, mais il y a 2 aspects de ce sondage qu'on n'a pas cités. Le premier, écoutez bien, 83% des sympathisants des Le Penistes, du Front National, ce qu'on appelle le Front National, Le Pen, sont favorables à un coup d'État militaire. Je dis bien favorable à un coup d'État militaire, pour rétablir l'ordre militaire. Le deuxième, Macron contre Marine Le Pen, s'il faut choisir Marine Le Pen ou Macron, une majorité des sympathisants et des électeurs de Mélenchon, de l'extrême gauche, préfèrent Le Pen. Voilà, ouais. C'est un sondage. Ouais. Ça rappelle, vous avez vu la montée du Front National, la victoire, je disais, de François Mitterrand en 1981, des moments marquants, et la montée du lepénisme, en l'occurrence. La montée du lepénisme, moi je l'ai bien vu, c'était à partir de 83, c'est que la droite, c'est classique, c'est vraiment un classique. Avant-guerre, ça s'est passé en Allemagne, en Italie, etc. Mitterrand décide, enfin la gauche au pouvoir décide un certain nombre de mesures sociales, très radicales. Certaines, à mon avis, sont des erreurs. Je considère que la retraite à 60 ans, par exemple, ça a été une grave erreur. Bon. Mais n'empêche que c'est populaire. Et donc la droite voit que c'est populaire, que c'est pas ça qui va lui permettre de retourner vite au pouvoir. Et donc elle décide de jouer sur ce qu'on appelle le sécuritaire, c'est-à-dire d'exploiter le moindre fait divers. Et elle exploite d'une façon incroyable le moindre fait divers. Résultat, Le Pen monte à 10. Il était à 1, il monte à 10. Et rebelote sous Jospin. Sous Jospin, la droite dit pour battre Jospin, il faut exploiter le moins de faits divers. Alors là, la télé, oui. tous les jours, des faits divers terribles, etc. Résultat, Le Pen au second tour. Et là, on rebelote, ça recommence. Alors, vous dites, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ça? Alors, contrairement à Mélenchon, c'est pas qu'on invente des faits divers. Malheureusement, ils existent. Et la gauche devrait quand même accepter aussi de se coltiner ce problème de la sécurité. Elle a eu un grand tort, la gauche médiatique y compris, hein, de refuser de regarder en face la question de l'immigration ou de la question de la sécurité. Ne devait pas le laisser à l'extrême droite. Devait s'en emparer pour trouver une autre réponse que la réponse de l'extrême droite. Mais elle ne devait pas répondre par le déni de réalité. Donc, il y a en effet un vrai problème de sécurité, de violence, de délinquants. Mais l'exploitation et la surenchère continuelle et l'exploitation, la droite se tire une balle dans le pied, parce que ça fait pas son jeu à elle progresse pas, ça fait le jeu de l'extrême droite, évidemment. Je l'ai vécu partout, toujours. Jean-François Kahn, la passion,
La passion vous amène à, évidemment, vous avez travaillé dans plein de... Vous avez fondé donc l'événement du jeudi, vous avez fondé Marianne, puis vous travaillez au Monde, vous travaillez à l'Express, évidemment, vous l'avez dit, vous travaillez partout, vous connaissez Françoise Giroud, vous rencontrez les grandes plumes, vous faites débuter Anne Sinclair. Ouais. C'est quand même des choses absolument invraisemblables. Et des fois, et quelquefois... Le problème, c'est que je me souviens bien telle personne, une situation, une phrase, je me souviens plein de phrases significatives et tout, mais des conversations entières ou des discours entiers, je m'en souviens pas. Quand j'étais tout jeune, j'ai eu l'occasion de rencontrer Albert Camus. J'ai discuté pendant plus d'1 heure avec lui sur un truc qui me fascinait, qui est le mythe de Don Juan. Je me souviens plus un mot. Évidemment, je pourrais tricher et faire croire que... Non, je le fais pas. Et surtout, je ne sais pas si j'ai le temps de vous le raconter rapidement, il se trouve qu'on me demande, un ami, pour le remplacer, me demande de couvrir une visite de Hassan II et la visite du Louvre par Hassan II. Bon, j'accepte, donc j'accompagne Hassan II, le roi du Maroc, dans une visite du Louvre. Il n'y a personne, le Louvre est vidé, naturellement. Il y a une sorte de trône où ça serait la Hassan II. Il y a des fauteuils pour nous. Ça. Mais je dis, mais on est assis. Normalement, quand est-ce qu'on va visiter le musée? On ne va jamais visiter le musée. C'est le musée qui va nous visiter. C'est-à-dire que tout à coup, je vois qu'ils ont mis les plus beaux tableaux, selon, sur des roulettes, et ils roulent les tableaux devant nous. On est dans un fauteuil, peinard, formidable. Et c'est les tableaux qui roulent devant nous. C'est le musée qui roule devant nous. Très bien. Et qui commente? Malraux. Ah oui. C'est Malraux qui commente. Vous vous rendez compte, j'aurais pu dans ce livre dire voilà ce que Malraux dit sur tel tableau de Velázquez, de Delacroix. Mais là aussi, je ne me souviens de rien. Donc j'ai pas triché. En revanche, ce dont je me souviens, c'est la tête d'Hassan II quand il a pris conscience que Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde. Parce qu'en vérité, il s'en foutait complètement des tableaux. Le seul truc qui l'intéressait, c'est la Joconde. Il n'y avait pas la Joconde. Quand même fou, ces souvenirs. Alors, Françoise Giroud, un mot, quand même. Vous racontez qu'un jour, quelqu'un lui a, on va dire franchement, lui a mis la main aux fesses. Non. Oui, bah... Ça, c'est... Comment? Alors, fallait voir. Mais le type, elle l'a foudroyé. Hein. Ah, en plus, c'est un type qui est devenu ensuite chef du service de presse de Pompidou. C'était pas n'importe qui. Et, attends, c'est tourné. Le mec foudroyé. Regardez avec des yeux terribles, terribles. Mais c'était une femme admirable. Moi, j'ai beaucoup aimé Françoise Giroud. Ouais. On voit Jean-Jacques Servan-Schreiber derrière JJSS. Vous savez, un jour, j'étais avec elle un soir, on n'était pas quelques personnes, pour le dîner de bouclage. Vous savez, à la fin du journal, on fait un dîner. Et on amène la une du journal. Et c'était sur le birth control, le contrôle des naissances. Donc, le titre, c'était « Comment ne pas avoir d'enfant ». Bon, elle était très contente de la une et tout. Et tout à coup, qu'est-ce que ça s'aperçoit? Que dans le même numéro, on a fait des bonnes feuilles d'un livre qui s'appelle 200 froid, l'auteur Truman Capote. Et donc, le streamer disait « Spécial Capote ». Alors là aussi, j'ai vu sa tête. C'est vrai qu'on vous appelait le dictateur de presse? Ouais, il y en a qui trouvent... caractère. Il y en a qui... Pas facile. Ah non, ils disent pas que j'ai un caractère pas facile. Il y en a qui disent que j'étais un patron de presse dictatorial. C'est-à-dire, vous disiez, alors votre mot, c'est « faut résumer la Bible en un feuillet ». C'est ça, être journaliste. Ben non, je disais, quand il y a des gens qui disent « mais on peut pas faire en un feuillet, on en veut 10 ». Je dis « mais écoutez, quand on est journaliste, on doit pouvoir résumer la Bible en un feuillet ». Cela dit, tous les journalistes qui ont travaillé avec moi, et croyez-moi, il y en a beaucoup, hein, on est restés des amis. Ah bah oui. Ah, puis alors, vous avez eu Moujotte, vous avez eu Perdriel, vous avez... Enfin, tous des grands noms comme ça. C'est une génération dorée. Non. Je ne suis pas gentil avec tous. Oui. Ah ben non, pas avec Moujotte, par exemple. Non. Tiens. Non. Pourquoi vous lui... Oui. Non, Moujotte, je dis d'ailleurs que c'est un bon mec et tout, c'est pas ça. C'est que j'ai vu vraiment... parce que c'est moi qui ai conseillé à Hachette, enfin, à Lagardère, de l'engager, d'en faire le directeur d'Europe 1. Donc je suis à l'origine de sa carrière. C'est que j'ai vu souvent, pour dire la vérité, j'ai vu souvent des gens qui étaient vraiment intéressants, courageux, plutôt... gauche démocrate, républicain au bon sens du terme, comment l'accès au pouvoir, à la puissance, plus à l'argent, les a complètement déglingués. Voilà. J'ai vu ça souvent, et je pense que Moujotte était de ceux-là. Oui, parce que vous, l'argent, non.
C'est un truc, vous vous en fichez Je complètement. m'en fiche complètement. Ça, c'est ça, tout le monde le dit de vous, hein. Oui, Ah ouais. presque. Ben non, mais si on est obsédé par l'argent, ça devient invivable. C'est terrible, ça vous mine. Ça Ouais. vous mine. Il y a un truc aussi. Ça dit, je préfère Ouais. en avoir que pas en avoir, hein. Oui. Mais, Enfin, du moins pour vivre. oui, mais il y a un truc dont on dit de vous aussi, c'est le rire. On vient de raconter des choses aussi terribles, mais le rire. Ben, c'est le même que mon frère. Ouais. Et mon frère qui, comme vous le savez, Axel Kahn, hélas, qu'on salue. Oui. qu'on salue et qui, hélas, vit un moment difficile, enfin peut-être ces derniers moments en fait, ben, il continue à rire comme ça. Oui. Voilà, et ça, je trouve ça formidable. Vous aviez écrit un livre avec lui, hein. Ouais. Ben, on est très proches. Il y a une force de sagesse, y compris d'ailleurs à affronter parfois la mort. Lui, c'est sa façon d'affronter la mort. Il est vrai qu'il a été confronté en tant que médecin, cancérologue, etc., spécialiste de la vieillesse, au problème de la mort. Mais sa façon de l'affronter me rappelle le Sénèque, le philosophe et dramaturge stoïcien, qui s'ouvre les veines et qui, pendant qu'il est en train de mourir, que son sang coule, continue son cours de philosophie à ses disciples. Il y a ce côté-là chez mon frère aujourd'hui. Et je trouve ça admirable. Ouais. Il y a une chose que vous aimez, c'est la chanson. Vous avez toujours aimé la chanson française. Parce que j'ai fait des émissions. Oui. J'aime la musique en général. J'ai une passion, absolument une passion pour la musique, toutes les formes de musique. Alors, il y a une forme de musique qui a fait partie de mon combat, car je me suis beaucoup battu pour qu'on redécouvre les grands opéras français du 19e, qu'on avait, par masochisme antinational, je dirais, qu'on avait complètement décliné, ou cette spécificité française qu'est l'opérette. Tout le génie français est dans l'opérette. Et le fait qu'on n'en jouait plus, maintenant, ça y est. Donc je me suis battu pour ça. Et d'autre part, parce qu'en tant qu'historien de formation, considère que rien n'en dit plus sur l'état d'esprit des gens à une époque donnée que la chanson. Par exemple, votre chanson, il y a toujours une chanson pour chaque moment de la vie, dans votre tête, qui se balade. Non, je n'ai pas comme ça. Il y a des chansons qui tournent. Il y a des chansons que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup Il neige sur le lac Majeur, par exemple. C'est Mort Schumann. Voilà, dans la version de Mort Schumann. Non, l'auteur, c'est Rod Agile. C'est un auteur admirable de chansons. Ouais. Donc, vous ne considérez pas que la chanson, c'est un art mineur, comme disait Gainsbourg? Non, pas du tout. Non. C'est quelque chose de... Ça peut être un art mineur quand c'est mal fait, mais les romans aussi, c'est un art mineur. L'histoire aussi est un art mineur quand on raconte n'importe quoi. Tout peut être un art mineur. Mais quand on le transcende et qu'on le porte à un certain sommet, rien n'est mineur. Ouais. En ce qui temps, on va entendre une chanson, c'est moi qui ai choisi. Je me suis dit, tiens, c'est parce que j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup. C'est-à-dire entendre cette voix, parce que c'est la chanson à texte. Écoutez ça. Voyage, mes yeux regarderont encore le paysage et je serai bien plus qu'avant émerveillé, car j'aurai de nouveau mes grands yeux d'écolier. Ah, que vienne le temps de la pause vieillesse, que je retrouve enfin un peu de ma jeunesse. C'est Henri Tachant. Henri Tachant. Ah oui. Ah, que vienne le temps de ma prime Je suis vieillesse. content que vous me diffusiez ça. Parce que c'est un échec de plus. Tachant était non seulement un magnifique parolier, magnifique musicien pour ses... il aimait beaucoup la musique, il aime toujours, parce qu'il est vivant, pour ses chansons, et une très grande présence de scène. Ça aurait absolument dû être un très grand. Et ça l'a pas été, ça l'a été pour ceux qui l'aiment, comme moi, ce qu'on écoute. Mais en particulier, il y a une chanson qui s'appelle, où il dit « Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence ». C'est magnifique, magnifique. Et il n'a jamais été une grande vedette de la chanson. C'est le yéyé, tout ça, il n'a jamais été une vedette. Et donc, je n'ai pas réussi à contribuer à ce qu'il devienne un grand de la chanson. C'est un échec de plus. Un échec de plus de Jean-François Kahn. Mais on va se quitter avec lui. Moi, j'admire beaucoup Henri Tachant. Je ne sais pas s'il entendra cette émission lui dire. Le vent
Merci Jean-François Kahn. Merci. Mémoire d'outre-vie, le tome 1, on attend la suite. Je me retourne sidéré aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.